Le gâteau était parfaitement rond et glacé d'un rose délicat, comme le lever du soleil sur un océan calme. Je l'avais décoré moi-même. Chaque fleur en sucre minutieusement placée. Un travail d'amour pour les 43 ans de ma fille. Dans mes mains, le paquet cadeau. Un châle en soie que j'avais économisé pour acheter. Léger comme une promesse. Pourtant, en franchissant le seuil de sa maison, je n'ai pas été accueilli par la chaleur des retrouvailles, mais par une froideur qui transperçait les murs. « Maman, sérieusement, qu'est-ce que tu fais là » a-t-elle lancé. Sa voix coupante comme de la glace. « J'aurais préféré que tu ne viennes pas. En fait, j'aurais préféré que tu disparaisses, que tu meures même. Ce serait la meilleure chose pour tout le monde. » Ces mots, ils n'étaient pas tombés. Ils s'étaient écrasés sur moi, brisant en 1000 morceaux le fragile équilibre de mon monde. Était-ce une blague macabre, une colère passagère, ou la vérité nue qu'elle avait toujours tue, maintenant libérée dans la cruauté d'un jour, censé être joyeux? Comment en étions-nous arrivés là, après 43 ans d'une vie que j'avais consacrée à la sienne, à chaque battement de mon cœur, à chaque soupir de mon âme? Qui était cette femme, mon propre sang, qui me regardait avec tant de mépris, tant de haine palpable? Le silence qui a suivi ces paroles était plus assourdissant que n'importe quel cri, un gouffre béant dans lequel mon cœur s'est précipité. Je la regardais, ma fille, le fruit de mes entrailles, la raison de tant de sacrifices, et je ne la reconnaissais plus. Son visage, si familier, était devenu celui d'une étrangère hostile. Les fleurs en sucre sur le gâteau semblaient se flétrir sous son regard glacial, et le châle, dans mes mains, et si doux un instant auparavant, me paraissait lourd comme une pierre. Je cherchais une explication, un signe, n'importe quoi qui pourrait donner un sens à cette violence verbale inouïe. Mais il n'y avait rien, juste cette indifférence mordante, ce désir qu'elle avait exprimé, que je disparaisse, que je meure. 43 ans. Le chiffre résonnait dans ma tête, un écho lointain et douloureux de tout ce que j'avais donné. La maison, d'abord, celle que j'avais achetée et entièrement payée pour elle, afin qu'elle ait un toit, un départ solide dans la cohérence, et vie. Les frais de scolarité, année après année, de la maternelle à l'université, chaque centime dépensé pour qu'elle ait toutes les opportunités que je n'avais jamais eues. Son mariage, un conte de fées que j'avais financé, chaque détail choisi avec amour, chaque fleur, chaque plat, chaque invité, et puis son entreprise, ses rêves, ses échecs répétés que j'avais toujours renfloués, pensant que chaque investissement était un pas vers son bonheur, vers sa réussite. Mes petits-enfants, des joyaux précieux, dont j'avais pris soin pendant des années, sacrifiant mes propres loisirs, mes propres envies, pour qu'elle puisse poursuivre sa carrière et ses passions. Tout cela, une somme astronomique, près de 5 millions de pesos, une fortune qui aurait dû être la clé de ma propre vieillesse tranquille, mais que j'avais vidée, sans un regret, pour elle, ma fille unique. Était-ce là la récompense de cet amour inconditionnel, de cette dévotion sans faille? Cette question, lancinante, me martelait l'esprit, alors que je me tenais là, figé, le cœur en miettes, au milieu du salon où régnait un silence chargé de temps, de mots non dits. Le chemin du retour, ce jour-là, a été le plus long de ma vie. Chaque pas était une torture. Chaque image de mon passé avec elle défilait devant mes yeux, transformant l'amour en amertume, la fierté en profonde déception. J'avais imaginé des scénarios, des disputes, des désaccords, mais jamais, au grand jamais, une telle cruauté. La nuit fut sans sommeil, une éternité de pensées tourbillonnantes. Les mots de ma fille résonnaient dans le vide de ma chambre. « Que tu meurs !» Une mélodie macabre qui m'empêchait de trouver la paix. J'ai essayé de comprendre, de justifier, de trouver une explication rationnelle à ce déferlement de haine. Mais il n'y en avait pas. Juste la nudité d'un rejet absolu. Pendant des jours, je suis restée prostrée, le cœur serré dans un étau, les larmes ne voulant plus venir, comme si mon corps lui-même avait renoncé à exprimer la douleur.
Puis, lentement, une étincelle s'est allumée au fond de moi. Ce n'était pas une étincelle d'espoir, mais de lucidité, une froide détermination. J'ai commencé à réexaminer chaque moment, chaque sacrifice. La maison où elle vivait, un héritage que j'avais vendu pour elle, me privant de mon propre confort. Les études, payées avec l'argent de mon labeur, de mes heures supplémentaires, de mes rêves, mis de côté. Les affaires qu'elle avait lancées, une après l'autre, et que j'avais toujours renflouées, persuadée que mon soutien était indispensable à son succès. Mais le succès n'était jamais venu. Seule la demande, toujours plus grande, toujours plus pressante. Ce n'était plus de l'amour. Ce n'était plus du soutien. C'était de l'exploitation, pure et simple. J'avais été une banque ambulante, une nounou à plein temps, une béquille sur laquelle elle s'était appuyée jusqu'à m'épuiser, me vider de ma substance. La révélation était brutale, mais elle était nécessaire. J'ai réalisé que j'avais confondu l'amour maternel avec l'auto-anéantissement. J'avais tout donné, et en retour, j'avais reçu un souhait de mort. Le lendemain matin, un sentiment étrange de calme m'a envahi. Ce n'était pas la paix, pas encore, mais la clarté. La première chose que j'ai faite, c'est appeler mon conseiller financier. Il m'avait toujours mis en garde contre mes largesses, mais je n'avais jamais écouté, aveuglé par l'amour. Maintenant, j'écoutais. Je voulais connaître l'étendue exacte de ce que j'avais perdu, de ce que j'avais donné. Les chiffres étaient vertigineux. Une somme qui aurait pu me garantir une vieillesse dorée, des voyages, des passions que j'avais dû abandonner. Ensuite, j'ai contacté un avocat, un homme posé qui a écouté mon histoire sans me juger. Ma voix était tremblante au début, mais elle a gagné en fermeté à mesure que je racontais chaque détail, chaque souffrance, chaque sacrifice. Il a hoché la tête, comprenant. J'étais là, garante de sa maison, celle que j'avais achetée à son nom, mais dont j'avais payé la majeure partie et pour laquelle j'étais légalement responsable en cas de défaut de paiement. C'était ma dernière ancre, mon dernier levier. Nous avons mis en place une stratégie. Fin de tout soutien financier, blocage immédiat de toutes les communications. Retrait de l'argent des quelques comptes communs qui subsistaient, vestige d'une confiance désormais brisée. Il m'a conseillé sur mes droits en tant que garante, sur la marche à suivre, si elle ne parvenait plus à honorer ses paiements. C'était une démarche douloureuse, comme arracher un membre de mon propre corps, mais la survie l'exigeait. J'ai passé des semaines à planifier mon évasion. Oui, une évasion, car c'est ainsi que je le ressentais. Je devais m'échapper de cette prison dorée que j'avais construite moi-même, brique par brique, avec mon amour et mes sacrifices. J'ai vendu le petit appartement qui me restait, le dernier vestige de ma propre autonomie financière avant que je ne me vide complètement pour ma fille. L'argent n'était pas beaucoup, mais c'était un début. J'ai cherché une destination, pas un endroit où j'avais des souvenirs, pas un endroit où je risquerais de la croiser. L'Europe, une terre lointaine, nouvelle, où personne ne me connaissait, où je pourrais être qui je voulais, où je pourrais enfin respirer. Le choix s'est porté sur la France. Paris, la ville lumière, la ville de la Renaissance. Cela semblait à la fois fou et parfaitement logique. Je ne parlais pas un mot de français, mais l'idée de me perdre dans une nouvelle langue, une nouvelle culture, me donnait une force nouvelle. J'ai réservé un vol, un aller simple. Je n'ai prévenu personne, pas même mes rares amis qui vivaient loin, et avec qui je n'avais plus beaucoup de contact. C'était mon secret, ma nouvelle vie. Le jour du départ, en me tenant à l'aéroport, un mélange d'appréhension et d'excitation me traversait. Je regardais la foule, des familles se disant au revoir, des couples s'embrassant, et mon cœur, malgré sa nouvelle carapace, se serrait légèrement. J'étais seule, mais cette solitude n'était plus celle de l'abandon, mais celle de la liberté. Je me suis promis que je ne regarderais pas en arrière. Le passé était un pays étranger, et je partais vers une terre inconnue, prête à écrire un nouveau chapitre. L'arrivée à Paris a été un tourbillon sensoriel. Les odeurs,
Les sons, l'architecture majestueuse. Tout était différent, tout était nouveau. J'ai trouvé un petit studio dans un quartier animé, un endroit modeste, mais plein de caractère. Les premiers jours ont été difficiles. La barrière de la langue était un mur imposant. Chaque conversation, chaque simple transaction, était un défi. Je me suis sentie ridicule, insignifiante, une vieille femme perdue dans une ville gigantesque. Mais la peur et le doute n'étaient pas les seules émotions. Il y avait aussi une étrange excitation, la joie de l'apprentissage, de la découverte. J'ai décidé de m'inscrire à des cours de français intensifs. C'était une humiliation au début, de me retrouver sur les bancs de l'école avec des jeunes gens qui apprenaient si vite. Mais j'étais déterminée. Chaque nouveau mot appris était une petite victoire. Chaque phrase construite une source de fierté. J'ai rencontré d'autres étudiants, des gens de tous âges et de toutes nationalités, qui, comme moi, cherchaient à se réinventer. J'ai commencé à me faire des amis, des personnes qui ne connaissaient rien de mon passé, de mes blessures, de ma fille. Avec eux, j'étais juste moi, une femme curieuse et avide de découvrir le monde. En parallèle, j'ai commencé à m'intéresser aux placements financiers. L'argent que j'avais tiré de la vente de mon appartement, je ne voulais plus le dilapider. Je voulais le faire fructifier, le faire travailler pour moi. J'ai lu des livres, assisté à des séminaires en ligne, posé des questions. J'ai appris les bases de l'investissement, les risques, les opportunités. J'ai commencé par de petits placements, prudents, et j'ai vu mon capital grandir. Lentement, mais sûrement. C'était une sensation puissante, celle de reprendre le contrôle, de construire ma propre sécurité financière, sans dépendre de personne. J'ai aussi redécouvert le plaisir d'écrire. J'avais toujours aimé tenir un journal, mais jamais je n'aurais imaginé que mes réflexions pourraient un jour intéresser d'autres personnes. J'ai commencé à rédiger des articles pour un petit blog local pour expatriés, partageant mes expériences d'apprentissage de la langue, mes découvertes culturelles, mes impressions sur ma nouvelle vie. Contre toute attente, mes écrits ont touché un public. Les gens m'envoyaient des messages, me remerciant pour mon honnêteté, pour mon courage. On m'a même proposé des interviews pour des podcasts, des petites radios locales. C'était incroyable. Moi, l'ancienne femme au foyer, la mère dévouée, je devenais une voix, une source d'inspiration pour d'autres. Pendant ce temps, loin de moi, le drame se jouait pour ma fille et son mari. Les appels que j'avais bloqués ont commencé à affluer. D'abord, des numéros inconnus, puis des messages vocaux laissés sur ma messagerie, des messages qui imploraient mon aide. La banque avait commencé à les presser. La maison était menacée de saisie. Ils étaient au bord du gouffre. Et ils se sont tournés vers moi, non pas par amour, non pas par regret, mais par pur intérêt financier. J'ai laissé les messages s'accumuler, mon cœur restant de marbre. J'avais mis en place une forteresse autour de moi, et je n'allais pas la laisser s'effondrer. Mais le désespoir de ma fille a pris une tournure bien plus sombre. Incapable de me joindre, elle a élaboré un plan machiavélique. Elle a porté plainte contre moi, m'accusant de démence sénile, de sénilité précoce, affirmant que j'étais incapable de gérer mes affaires, que j'avais fui dans un moment de confusion. Elle voulait que la justice intervienne, qu'on me déclare inapte, afin de récupérer le contrôle de mes biens, de l'argent que j'avais commencé à accumuler, et surtout, de la garantie de la maison. Cette accusation m'a frappé de plein fouet, une nouvelle trahison, encore plus vile que la précédente. Mais cette fois, je n'étais plus seule. J'avais mon avocat en France, qui a pris l'affaire très au sérieux. Il a organisé une évaluation médico-légale approfondie, des tests cognitifs, des entretiens avec des psychiatres. J'ai raconté mon histoire, ma décision de partir, ma nouvelle vie. J'ai montré mes cahiers d'apprentissage du français, mes articles publiés, mes relevés de comptes bancaires qui prouvèrent ma gestion saine. Les résultats ont été sans appel. J'étais lucide, parfaitement saine d'esprit, plus vive que jamais. Le dossier de ma fille a été rejeté.
ses accusations balayées comme des mensonges malveillants. Cette victoire, même si elle était amère, m'a donné une force nouvelle. J'avais été reconnue, validée, ma dignité restaurée face à l'ignominie de ma propre enfant. La vie continuait, et chaque jour apportait de nouvelles opportunités. J'ai approfondi mes investissements, me diversifiant, prenant des risques calculés. J'ai continué à écrire, et mes articles ont évolué. Je ne parlais plus seulement de mon adaptation à la vie en France, mais de mon parcours personnel, de ma transformation. J'ai commencé à aborder les thèmes de l'abus émotionnel et financier au sein des familles, de l'importance de poser des limites, de se reconstruire à tout âge. Un éditeur m'a contacté. Il avait lu mes articles. Il avait été touché par mon histoire, par ma résilience. Il m'a proposé d'écrire un livre. Un guide pour les femmes âgées qui se sentent piégées, exploitées par leurs proches. J'ai accepté, le cœur rempli d'une nouvelle mission. Écrire ce livre a été une catharsis, une manière de transformer ma douleur en un message d'espoir, de partager ma sagesse durement acquise. Le livre, intitulé « Renaître à 60 ans, s'émanciper de l'abus familial », a été publié et a rencontré un succès inattendu. Il a touché des milliers de femmes, leur offrant un chemin vers la liberté, vers l'estime de soi. Pendant ce temps, la justice suivait son cours. La banque avait fini par saisir la maison de ma fille. J'avais été forcée, en tant que garante, de couvrir une partie des dettes, mais mon avocat avait veillé à ce que mes droits soient respectés. Au final, j'ai récupéré mon capital initial investi dans la maison, ainsi que les intérêts. Ce fut une victoire financière, mais surtout une victoire morale. J'ai vendu le petit appartement que j'avais laissé derrière moi dans mon pays d'origine, et avec mes investissements fructueux, ma fortune nette a augmenté de manière significative. Je n'étais plus la mère sacrifiée, je n'étais plus l'épave financière. J'étais une femme indépendante, prospère, qui avait reconquis sa dignité et sa liberté. Progressivement, mon histoire a commencé à être connue. Des interviews dans de grands journaux, des passages à la télévision, des conférences. Je suis devenue une figure publique, une voix pour toutes ces femmes qui n'avaient pas osé parler, qui n'avaient pas su comment se défendre. Des lettres arrivaient du monde entier, des témoignages poignants de femmes qui avaient trouvé la force de changer leur vie grâce à mon exemple. Mais le plus inattendu, ce sont les messages de mes petits-enfants. Mon petit-fils, devenu un jeune homme, m'a retrouvé sur les réseaux sociaux. Il m'a écrit, exprimant son amour, son admiration pour mon courage, sa tristesse de mon absence. Ma petite fille, elle aussi, a pris contact, me disant à quel point elle était fière de moi. Ils n'avaient pas été corrompus par l'amertume de leur mère. Ils avaient vu ma vérité. J'ai maintenu une distance prudente avec ma fille, pour préserver ma paix. Mais j'ai ouvert mon cœur à mes petits-enfants, leur offrant l'amour et le soutien que je n'avais pu donner librement pendant tant d'années. Ils sont venus me rendre visite, et c'était comme si un nouveau chapitre, plein de douceur et d'authenticité, s'ouvrait enfin dans ma vie. Quelques années plus tard, ma vie était pleine et sereine. J'avais des amis chers, des projets passionnants, une santé retrouvée et une sécurité financière qui me permettait de vivre sans souci. Un jour, une lettre est arrivée, une écriture familière. C'était ma fille. Elle y exprimait ses regrets, ses remords, reconnaissant enfin l'étendue de ses erreurs, de sa cruauté. Elle me demandait pardon, me suppliait de revenir. J'ai lu la lettre, sans haine, sans amertume, juste avec une profonde tristesse pour la femme qu'elle était devenue. Mais je n'ai pas répondu. Je ne suis pas revenue. Ce n'était pas une punition, c'était une protection. J'avais appris la leçon la plus difficile de ma vie. L'amour maternel ne doit pas être synonyme de destruction de soi. Établir des limites, exiger le respect et reconquérir son droit à l'autodétermination. C'était le chemin vers une renaissance. Même au crépuscule de ma vie, je savais que la paix que j'avais trouvée était trop précieuse pour être à nouveau compromise. Ma fille devait apprendre ses propres leçons, affronter les conséquences de ses actes.
comme j'avais dû affronter les miennes. Ma nouvelle vie, ma liberté, ma dignité, était le plus grand cadeau que je m'étais offert, et je n'allais plus jamais les abandonner.